Bonjour à tous, à ceux qui sont déjà arrivés à ce premier midi découverte. Donc, la rencontre va commencer dans 4 minutes approximativement. Puis, il est bien normal que vos micros soient désactivés, considérant que la rencontre est enregistrée. Si jamais vous voulez communiquer ou poser vos questions, vous pourrez le faire là, via le clavardage ou la fonction poser une question. Bonjour à tous ceux qui continuent à rentrer. Juste vous aviser que ça va commencer dans approximativement 3 minutes. Puis je vais aussi introduire puis vous expliquer un peu le fonctionnement de la prochaine demi-heure. Ce ne sera pas très long. Je pense que si tu peux peut-être commencer à partager la première page de ta présentation, Avec s'il te plaît. plaisir. C'est parti. Voilà. C'est bon, tu vois bien? Parfait. Encore une minute. Parfait. Donc, bonjour à tous. Il est officiellement 12h15. Donc, l'heure à laquelle était cédulé ce premier midi découverte. Donc, sans plus tarder, puis en respect à ceux qui sont à l'heure, nous allons commencer cette présentation. Donc, on vous remercie là, d'être présent là, aujourd'hui à cette première activité du Cégep de Thetford Mines en collaboration avec l'Observatoire national de l'amiante et le Bureau de la recherche du Cégep de Thetford sur une nouvelle série qu'on est en train de mettre en place qui va s'intituler Midi découverte, qui aura lieu à tous les mois durant l'année scolaire. Et dans le fond,
l'objectif se veut relativement humble, là. Dans le fond, c'est une façon de faire la promotion de nos différents produits de courtage de connaissances et aussi de nos partenaires là, avec qui on collabore là, au niveau de la recherche. Donc, ces midi découvertes ne se veulent pas des présentations autoportantes en elles-mêmes. Donc, l'objectif, là, c'est vraiment de susciter la curiosité par rapport au sujet annoncé et de vous amener après ça à aller chercher davantage d'informations en lisant le produit qui vous est présenté. Donc, nous enregistrons la rencontre, la raison pour laquelle on a décidé de contrôler les caméras de tous ainsi que les micros pour éviter des accidents. Puis parce que nous allons diffuser cette présentation-là ensuite sur le web, puis vous verrez les liens le diffuser là, après la rencontre là, dans les prochains jours sur nos LinkedIn ou les différents réseaux sociaux. Et aussi la présentation que France vous fera sera disponible après la rencontre, ainsi que le produit de courtage qui vous est présenté. Donc, sans plus tarder, puis en passant, pour le fonctionnement des interactions, ce que je vous demanderais, c'est que vous allez voir dans votre menu Teams, dans la fonction webinaire, il y a une fonction Q&R, Q&R, questions-réponses. Et dans le fond, vous pourrez poser vos questions via ce module-là du webinaire. Moi, ça me permet de gérer les questions en fonction du moment qu'ils ont été posées là, dans l'ordre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions durant la présentation. Donc, merci. Bonne présentation. Donc, je te laisse aller, France. Merci, merci. Merci. Il y a quelqu'un qui a déjà une question. Julien, est-ce que tu veux la prendre dès lors ou c'est pour plus tard? C'est peut-être un tracas de départ. Allez-y, Charlie. Ça marche. Le micro, normalement, est autorisé. Vous pouvez désactiver votre micro. Donc, Bon, écoutez, Charlie, peut-être juste l'inscrire dans le fil de c'est discussion bon. ou dans les questions si vous avez un tracas ou un commentaire. Donc, France, je te laisse aller sans plus tarder. C'est parfait. Bien, bonjour, bonjour. Je suis très, très content de vous voir pour ce premier midi découverte. Alors, c'est un pilote avec tous les risques qui peuvent survenir dans une première édition. Voilà. Alors, moi, je laisse Julien gérer tout ça. Je m'occupe que du contenu. Julien, je te laisse toute la partie technique. Oui, Oui, c'est vraiment un plaisir. On va regarder dans les 30 prochaines minutes, on va aborder ce que vous voyez à l'écran présentement, à savoir les consensus sur la valorisation des résidus miniers amiantés et les risques pour la santé. Et ce que nous vous présentons, c'est un produit de courtage de connaissances en format question-réponse. Courtage de connaissances. Là, vous vous dites, c'est quoi ça? Je vais vous le décrire, vous allez voir ça tout à l'heure. Suspense. Voilà. Alors, c'est parti. Grosso modo, on en a pour 20 minutes. Et puis après ça, on aura une période de questions pour les 10 minutes restantes. Et on devrait vous libérer comme c'est annoncé pour 12h45. Alors, c'est parti. Hop. Bon, rapidement, oui, c'est Lona qui est le présentateur. Alors, vous savez que Lona est vraiment né des suites du rapport du BAP de 2020 sur l'état des lieux puis la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés. Et on s'intéresse tout particulièrement, Luna, à déterminer les meilleures pratiques de gestion puis de valorisation des RMA, ainsi que des sols qui contiennent de l'amiante. Hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas Luna, je tenais à vous le dire. Alors, ce que nous soutenons, c'est le développement des savoirs, puis l'accès aux connaissances les plus solides, les plus puissantes sur le sujet. Et ce que nous cherchons à faire avec ces savoirs, c'est d'accompagner les groupes qui sont préoccupés par la question de l'amiante dans leur réflexion pour identifier les meilleures solutions, hein, pour en venir vraiment à des changements, des améliorations là, qui soient favorables pour tout le monde. En ce qui me concerne, je m'appelle France Fleury, je suis un petit gars d'Alma, voilà, petit gars d'Alma, c'est dit.
Je suis à l'ONA conseiller en mise en valeur des résultats de recherche. En fait, je suis un ancien clinicien du réseau de la santé, un ancien gestionnaire aussi du réseau de la santé qui a développé une spécialité en courtage de connaissances. Voilà. Je vous dis tout de suite, ouais, c'est quoi le courtage, peut-être, hein? Pour pas vous laisser trop longtemps sur votre faim. Alors, rapidement, c'est une méthode structurée, efficace, qui vise à identifier, à trouver les meilleures connaissances pour répondre à une préoccupation, à une question, à un besoin, dans le but ultime de soutenir la prise de décision. Bref, que nos changements soient appuyés sur les meilleures connaissances, les meilleurs savoirs. Et dans notre conception en courtage de connaissances, les meilleurs savoirs, c'est ce qu'on trouve dans la littérature scientifique, c'est vrai. C'est aussi ce qu'on retrouve dans les écrits gris, à savoir tout ce qui est publié, tout ce qui n'est pas publié dans une revue scientifique. Voilà, ça se dit mieux comme ça. C'est aussi les pratiques qui sont prometteuses ou exemplaires, donc les bonnes façons de faire qu'on connaît, mais c'est aussi l'avis d'experts. Et parmi les avis d'experts, on a nos sommités, hein, nos grandes sommités dans notre domaine, mais c'est aussi les acteurs clés, donc les gens qui vivent concrètement une réalité. Alors, c'est là-dedans qu'on va puiser pour trouver ce que nous appelons les meilleurs savoirs. Dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, on s'est contenté pour les consensus d'aller puiser dans la littérature scientifique et dans la bonne littérature grise. Je vous en parle dans le détail. Alors voilà pour ce qui est de votre présentateur. Ce midi, donc, au programme, on a 7 points que je voulais qu'on puisse aborder ensemble. D'abord, les objectifs. Ensuite, une mise en contexte. Parce que vous savez, quand on fait un produit de courtage de connaissances, il y a toujours une question, une préoccupation, puis un contexte. C'est pas de la recherche, c'est du courtage de connaissances. Alors, il me faut une mise en contexte. Je vais vous la raconter au point 2. Je vais rapidement vous montrer en 3 la structure des questions-réponses. Comment c'est monté cette affaire-là? Pour vous donner ensuite des exemples de contenu en 4. Je vous décris rapidement la méthode. Par quelle méthode on en est arrivé à ces réponses-là, ainsi que les valeurs et les limites du matériel qu'on vous présente. C'est pas une baguette magique. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite avec ça? C'est les perspectives d'utilisation. Puis finalement, on aura, comme je disais tout à l'heure, une période de questions et d'échanges dans les 10 minutes qui resteront. Voilà. Alors, ben, ce que je vise à la fin de notre rencontre, donc à 12h45, c'est que vous ayez pu découvrir ou encore vous rappeler, si vous le saviez déjà, ce qu'est un produit de courtage de connaissances, puis en apprécier l'intérêt. Ça a des valeurs, mais ça a aussi des limites, évidemment. La deuxième chose que j'aimerais que vous puissiez atteindre à 12h45, c'est que vous ayez compris la structure, puis les clés de lecture des questions-réponses, dans le but de vous approprier ces savoirs-là. La troisième chose, c'est que vous souhaitiez aller consulter la première série de questions-réponses. Et non, on n'en fera pas le tour. Il y a beaucoup trop de matériaux pour une présentation brève comme la nôtre. Mais vous donner le goût d'y aller, ce serait pas mal. Et enfin, que vous puissiez commencer à envisager des utilisations possibles de ces connaissances. Dans un processus d'amélioration, de changement. Je vous disais tout à l'heure que mon but avec ces connaissances-là, c'est que ça puisse étoffer votre prise de décision, donc le changement, l'amélioration. Voilà, alors c'est ce qu'on a comme objectif pour les 30 prochaines minutes, les 25 prochaines minutes. Bon, la mise en contexte. Je suis arrivé à l'ONA tout récemment, je suis arrivé en mai. Et rapidement, il y a 2 grandes choses que j'ai entendues à ce moment-là. Puis après ça, je vous lirai la mise en contexte qui correspond à notre mandat de courtage de connaissances. Euh, Lors du panel dans le colloque Tarmac, rapidement, un docteur des haies disait: Hey, on sait plein d'affaires, on peut-tu les avoir à portée de main, tout le monde? Et les panélistes étaient d'accord. C'était une chose. Ensuite, on s'est aperçu dans le cadre d'une rencontre, d'une recherche que fait présentement Caroline Chouinard, que la population, il y a des choses qu'elle savait et des choses qu'elle ne savait pas, que les gens ne savent pas. Alors, on est allé chercher l'ensemble de ces préoccupations-là qui nous viennent de différents acteurs et de la population, euh,
pour s'apercevoir qu'il y avait des mythes, qu'il y avait des interprétations qui étaient variables, qui circulaient au sujet de l'amiante. Voire même un peu de confusion, hein, par rapport aux possibilités qu'on peut faire en valorisation des résidus miniers amiantés, sans évidemment accroître le risque pour la santé. Il y a un peu de confusion dans tout ça. C'est ce qu'on lisait, c'est ce qu'on voyait. Alors, on sentait un besoin qu'on puisse se partager une assise solide, une base commune de savoir, et que tout ça soit regroupé dans un même endroit. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que je vais vous montrer, vous pourriez les trouver vous-même un peu partout dans 45 publications différentes. Ouais. Fait qu'on s'est dit, ce serait peut-être bien de les ramasser un peu. C'est ce que je vous présente. Et enfin, on sentait vraiment besoin de répondre à des préoccupations de la population ou encore de groupes intéressés au sujet. Alors, à partir de là, on a formulé une question qui a mené la brève recension qu'on a faite pour répondre aux questions préoccupantes. C'est quoi les savoirs qui font consensus dans les écrits scientifiques ou encore dans les publications d'organisations réputées? Ça, c'est la littérature grise qu'on appelle dans notre jargon au sujet de l'amiante et de ses effets pour la santé. Alors, c'était notre question de départ. Voilà, voilà. Ça va jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas trop saoulé. Ça a l'air pas pire, Julien. C'est bien. Parfait, petit pouce, on peut continuer. Bon, oui, d'accord, il y a une bulle déjà en jaune là, qui dit bientôt disponible sur le web. Alors non, non, malheureusement, tout de suite, si vous allez sur le site de l'ONA, vous ne verrez pas les contenus. Ah, je suis vraiment désolé. On est en train de faire une refonte du site qui sera encore plus efficace, plus facile à consulter. Et puis, les matériaux ne seront pas encore disponibles maintenant. Voilà, ça viendra, je vous assure, sous peu. Alors, voyons la structure de ces questions-réponses. On va regarder un peu, il y a trois grands éléments. Il y a une introduction, il y a une clé de lecture, puis il y a vraiment une série de questions par catégorie, hein. Commençons par regarder tout ça. Euh, et là, bon, c'est assez chargé comme diapositive, hein, c'est pas très habituel, mais je fais un peu exprès en fait. Parce que ce que vous allez retrouver sur le site web, c'est une introduction qui dit ceci. Et en vous le lisant, vous allez comprendre ce qui nous préoccupe, pourquoi on le fait et à quel public cible on vise. Alors, on a produit cette section de questions-réponses dans le but de faire une base commune de savoir solide. Bon, ces savoirs portent sur la gestion de la valorisation des RMA. D'accord. Ça s'adresse à qui? À la population, aux acteurs clés, aux groupes intéressés par la question des RMA. Alors, par exemple, les experts vont trouver que ça manque un peu de détails, de finesse. Ouais, c'est voulu. Les questions viennent de préoccupations qui sont exprimées par la population, puis de besoins qui ont été formulés par des acteurs clés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les réponses rapportent les consensus qu'on a puisés dans les publications récentes, qui ont les plus forts niveaux de preuves scientifiques et dans les avis exprimés par des organisations réputées, expertes dans le domaine de l'amiante. Je vous en reparle tout à l'heure. Elles sont complétées par les conclusions du BAP. Évidemment, les conclusions du BAP. Pourquoi? Parce que ça reflète un consensus québécois. Ouais. Et l'Observatoire national de l'amiante estime que cette base de commune, de savoir, qui serait partagée par toutes les personnes intéressées à la question, va contribuer à faciliter nos échanges, nous aidera à parvenir à des solutions consensuelles, sécuritaires, profitables et durables. Alors, c'est ce que, quand vous allez cliquer sur le site, c'est ça que vous allez pouvoir lire. Ensuite, il y a ce que j'appelle des clés de lecture. Il y a des petites nuances, des petits points d'attention qui sont les suivants. Alors, vous allez trouver une réponse résumée pour chacune des questions. Puis on les a regroupées en termes d'intérêt. D'accord. Si vous désirez en savoir plus, vous allez cliquer sur les liens, puis vous aurez plus de matériel. Vous allez pouvoir voir aussi la méthode, puis vous allez voir aussi les références. Fait que si vous voulez juste vous arrêter à la réponse, ben, vous allez vous arrêter à la réponse. Et ça va être quelques phrases qui vont qui nous permettent de répondre. C'est une super synthèse, en fait, qui répondent à la question. Sinon, vous pouvez aller plus loin pour avoir plus de matériel. OK? C'est ça que ça dit. Mais attention, les questions-réponses ne répondent pas à toutes les préoccupations au sujet de l'amiante. Parce qu'il y a trois choses, il y a trois raisons qui font qu'on n'y arrive pas. La première, on n'a pas des consensus sur tout.
On sait pas, on n'a pas de consensus franc sur toutes les questions qu'on peut avoir. Donc, on n'a rien inventé. Si on n'en a pas, on les a pas mis. Ensuite, on focalise nos efforts sur la valorisation des résidus miniers amiantés. Par exemple, on ne se préoccupe pas d'équipements individuels, d'équipements de protection individuelle, hein. En tout cas, pas à ce stade-ci déjà. Enfin, on cible vraiment des connaissances qui vont s'appliquer au mieux à notre réalité québécoise. Qui vont s'appliquer au mieux à notre réalité québécoise. Ça, soit dit entre vous et moi, ça veut dire qu'il y a certaines publications de certains pays qu'on a fait exprès de ne pas prendre, de ne pas les choisir, parce que la réalité est trop loin de la nôtre. Ça, c'est un choix de courtage de connaissances. Et enfin, si vous avez des interrogations, des commentaires, ou encore, si vous voulez nous soumettre une nouvelle question, ben, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir d'étoffer les questions-réponses. Alors, pour nous, à l'ONA, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une première série de questions-réponses. Enfin, et là, je pense que ça va commencer encore plus à vous intéresser, hop, il y a les fameuses questions, la première série composée de 15 questions qu'on a regroupées par catégorie parlante. Alors, prenons le temps de les regarder ensemble. Alors, vous voyez d'abord en bleu les grandes catégories. On parle de valorisation, évidemment, des RMA, de variété d'amiante, de matières dangereuses, d'actions de protection, de cancer et autres maladies, enfin de niveau de contamination. Pour la valorisation, on se demande, ben, que veut-on dire par valorisation de résidus mini-amiantés? Hein? La deuxième, est-ce que la valorisation des RMA, ça va aller plus vite, hein, je vais dire RMA, c'est plus rapide. Est-ce que la valorisation des RMA dans les ALD est souhaitée? Quels sont les principes sur lesquels devrait reposer un cadre de valorisation des RMA au Québec? Pour les variétés d'amiante, tout simplement, quels sont les deux principaux groupes minéralogiques d'amiante qui ont été exploités et commercialisés? La question est en noir parce que tout à l'heure, je vais vous montrer toute la réponse, tout le kit complet pour cette question-ci. L'amiante, est-ce que c'est une substance, oui, toxique? Est-ce que les RMA sont dangereux? C'est la question 6. La question 7, quel est le principe premier à respecter pour contrôler au mieux les risques? Principal ARA pour ceux qui connaissent ce sujet-là. Et après ça, on tombe dans les maladies. Que veut-on dire par exposition professionnelle et exposition non professionnelle ou environnementale? On a utilisé les deux termes parce que dans la littérature, on a vraiment les deux termes. Donc, non professionnel ou environnemental. On n'est pas arrivé à trancher. En neuf, quels sont les principaux problèmes de santé qui sont associés à une exposition à l'amiante? Existe-t-il un lien entre l'exposition à l'amiante et d'autres cancers ou maladies? Existe-t-il des formes d'amiante qui ne soient pas cancérogènes ou sans risque pour la santé? Est-ce que l'exposition non professionnelle ou environnementale, si vous préférez, peut causer des problèmes de santé? Est-ce que fumer la cigarette et être exposé à l'amiante accroît le risque de développer un cancer du poumon? En 14, existe-t-il un seuil d'exposition aux fibres d'amiante qui soit sécuritaire? Et en 15, existe-t-il une concentration de fibres de chrysotile dans l'air qui soit acceptable? Voilà, alors c'est les 15 questions pour lesquelles vous aurez des réponses Juste aviser, je pense consensuelles. qu'on Julien? déborde juste aviser qu'on déborde à l'instant là, sur la période de questions. Donc peut-être encore un petit 5 minutes, puis après ça, on regardera en fonction des questions posées dans le chat. Parfait, merci Julien. Alors, pour les exemples, je vais vous donner donc le premier exemple de contenu, vu le temps. Là, par exemple, pour variété d'amiante, il y avait une question qui était la 4. Quels sont les deux principaux groupes minéralogiques d'amiante qui ont été exploités et commercialisés? Mais il existe deux principaux groupes d'amiante. Les serpentines, dont fait partie le chrysotile, et les amphiboles, qui incluent 5 principaux types d'amiante, soit les 5 qui sont là. Les fibres de serpentine se présentent sous une forme longue, flexible et recourbée, tandis que les fibres d'amphibole sont plutôt droites et raides. Au Québec, jusqu'en 2012, nous n'avons exploité que les fibres de chrysotile. Alors ça, c'est une facile, hein, une question facile. Si vous voulez aller plus loin, vous allez cliquer sur «Pour en savoir plus» et vous aurez plus de détails. Dans ces détails, vous aurez évidemment les références. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Alors, vous pourrez aller voir euh, d'où est-ce qu'on a tiré ces matériaux-là. Et là, je vais le passer je suis désolé pour ceux qui ont envie de contenu, mais vous aurez tout ça éventuellement. Je vais vous montrer par contre que si vous voulez aller plus loin,
vous pourrez voir la méthodologie. Alors, comment on a procédé pour en arriver à cette réponse-là? Alors, où est-ce qu'on a cherché? Dans quelle catégorie, dans quel type de publication? Et quelles ont été les étapes pour en arriver à la synthèse, à savoir la réponse? Et enfin, si vous voulez aller plus loin, vous avez la série des références. Dans ce cas-ci, on a utilisé 7 références pour répondre à l'humble question que vous avez vue tout à l'heure. Voilà. Un autre exemple, je vais passer très rapidement, vu le temps, là, sur l'exposition, par exemple, non professionnelle que je vous avais préparée. La réponse est un peu plus longue. Vous voyez, c'est peut-être, en général, ça ne dépasse pas 3 paragraphes. Vous pouvez en savoir plus si vous voulez. Lire la méthodologie, comment on a procédé, puis avec quels mots-clés dans ce cas-ci on a procédé, on a utilisé pour se rendre à ces publications. Et enfin, vous avez la liste des références. Dans ce cas-ci, 10 références qui nous ont aidés à, à conclure, à élaborer la réponse. Pour ce qui est de la méthode, donc rapidement, sachez que on va puiser dans 2 grands types de sources, hein. D'abord, la littérature scientifique à fort niveau de preuve. Alors, on s'est contenté pour des gens qui sont plus habitués du domaine scientifique, on s'est limité aux méta-analyses et puis aux revues thématiques. Fait que ça, c'est les niveaux de preuve les plus forts, les plus puissants. Et on est allé voir aussi des publications grises d'organisations réputées, en ciblant les pays que vous voyez là. Donc, des pays qui nous ressemblent beaucoup et qui ont une bonne littérature. Publication de 2015 à 2025, c'est volontaire. Et évidemment, le rapport d'enquête du BAP. Je vous ai dit comment c'est important dans notre histoire, dans notre réflexion. Alors, évidemment, on s'en est servi. Et il est cité. Puis ensuite, on résume ce que fait le courtier, c'est qu'il résume tout le matériel. Puis ensuite, il le ramasse en synthèse, puis la synthèse devient la réponse. Puis ensuite, tout ça est validé par un expert, par quelqu'un. On puise on puise auprès de l'expertise des membres du comité scientifique de l'ONA. Voilà. Il y a des valeurs à tout ça, puis je tiens à vous les préciser. J'ai encore un peu de temps. Ah, j'ai encore en masse de temps. Julien, encore. Pour les valeurs, je vous ai dit que c'était des publications scientifiques à très, très fort niveau de preuve. Oui, c'est une richesse. La littérature grise provient d'organisations réputées. Alors, vous allez voir dans les références, là, c'est que des grandes boutiques internationales. Bon, de grandes boutiques dans les pays reconnus internationalement. Les publications sont récentes aussi. Ça fait plus de 45 publications qu'on a consultées. Fait que le fruit, le fruit question-réponse, le fruit des consensus, repose sur à peu près 45 publications. On a là l'expression de fortes tendances, hein, qui font consensus, malgré les faiblesses parfois méthodologiques des écrits. C'est les tendances les plus fortes qu'on retrouve là, qu'on vous a exprimées. Et enfin, les connaissances sont appropriées pour des groupes ou des individus qui sont intéressés au sujet. Voilà pour les valeurs. Pour les limites, nos conclusions de méta-analyse et de revues thématiques, même si les niveaux de preuve sont très, très forts, reposent quand même sur des publications de qualité qui vont de moyen à faible. La littérature au niveau de l'amiante, c'est parfois un petit peu mou comme matériel. C'est comme ça, c'est ce qu'on a de mieux. Les conclusions des organisations réputées sont souvent appuyées sur des références qui sont plus anciennes. Ah, même si c'est des grandes organisations, parfois le matériel est un peu ancien. Alors, c'est une limite. Ça peut dire que c'est pas bon, mais c'est une limite que vous devez savoir, qu'on tient à vous exprimer. On va citer aussi des études descriptives dans les réponses, vous allez voir. La raison, c'est parce que soit que des organisations réputées les ont citées comme quelque chose de très important, soit encore qu'on voulait décrire quelque chose de très, très spécifique à la réalité québécoise. Par exemple, lorsqu'on évoque qu'on a retrouvé des fibres d'amphibole du côté de la mine Normandie, ben, on pouvait le trouver ça que dans une étude descriptive. Alors, on s'est quand même servi de ce genre de publication, même si au départ, on ne voulait que les méta-analyses et les revues thématiques. Donc, c'est quand même une limite dans ce qu'on vous apporte. Et enfin, le contenu qu'on vous propose est insuffisant si vous êtes un expert. Ce que vous allez lire ça, vous allez dire, bah oui, c'est évident. OK? Parce que ce qu'on vous propose, c'est une pointe d'iceberg au niveau des savoirs. OK? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces matériaux-là, avec ces connaissances-là? Ben, d'abord, on peut avancer.
peut-être un peu plus rapidement dans l'identification des meilleures solutions par rapport aux problèmes que nous vivons dans les régions amiantifères. Parce que là, vous avez une base solide, hein, sur laquelle on peut appuyer les échanges entre partenaires. C'est une base solide. Et ça devrait faire gagner du temps, hein, parce qu'on ne va pas refaire les débats sur ce qui fait consensus. Plutôt, concentrons-nous, débattons sur ce qu'on peut faire à partir de là pour développer les solutions, pour aller plus loin à partir de là. Puis ultimement, ben, on croit que ça pourrait favoriser une meilleure gestion puis une meilleure valorisation des RMA, tout en évitant naturellement d'accroître l'exposition au fil d'amiante. Ça nous permet aussi de capter les consensus. En captant les consensus, ça nous permet d'identifier ce que nous ne savons pas. Je vous ai dit qu'on ne savait pas tout sur tout. Alors, on met le doigt sur ce qu'on ne sait pas, on voit les vides, puis ça peut nous permettre d'initier des projets pour combler les vides. Enfin, je vous parlais, je vous disais que c'était le fruit d'une première série, un premier tour de questions. Ben, ça pourrait être bonifié à partir de questions qui viennent de groupes ou de la population, de gens. Donc, on pourra bonifier cette série de questions-réponses. Et on prévoit évidemment mettre ça à jour de manière assez régulière parce que la connaissance évolue, les choses évoluent, donc de rester attentif là, à ces nouveautés-là. Voilà. Alors, nous en sommes, Julien, à la période des questions, à peu près dans les temps, n'est-ce pas? Exact. Donc, dans le fond, écoute, pour les 3 minutes qui restent, là, les questions que j'ai, tu en avais une, je vais te les dire ensemble parce que je pense qu'il y a un tronc commun. Euh, Quelle est la différence entre votre recension en courtage de connaissances et une recension en recherche? Puis, quelqu'un d'autre a demandé, quelle est l'étude ou la méthode utilisée qui a permis de savoir qu'il y a des mythes, interprétations et confusions variables au sujet de l'amiante? Merci. Pour la première question, effectivement, ce que nous faisons en courtage, on adapte bon, pour ceux qui font de la recherche, pour ceux qui ont suivi des cours au niveau de la méthode scientifique, on préserve la même méthode scientifique. La différence, c'est on va définir, on va baliser ce qu'on va aller chercher ou non. Et c'est pour ça que je tiens à vous exprimer des choses comme, oui, ça couvre 2015-2025. C'est limité dans le temps. Ça couvre des méta-analyses des revues thématiques. Oui, c'est vrai. Des organisations réputées qui sont les suivantes. Alors, quand on regarde ça, voici quelle conclusion on est capable de tirer. Tandis que quand on fait de la recherche, on va aller faire une recension exhaustive. On tient à aller tout trouver ce qui existe sur le sujet. En courtage, on va cibler parce qu'en général, on produit dans un temps limité, rapidement dans un temps limité. Alors, on l'exprime comme ça, un peu comme on ferait en recherche qualitative d'ailleurs, dans la façon de faire. L'autre chose, c'est qu'on se sert aussi de la littérature grise. C'est une grande différence avec la recherche. En recherche, c'est quand même un matériel qui est qui a beaucoup de biais, hein. Eh bien, en courtage de connaissances, ces biais-là nous intéressent parce qu'ils sont aussi le reflet de réalités qui sont idéalement comparables à la nôtre. Alors, on y tient à ça. Fait que c'est peut-être les principales différences qu'on peut retrouver entre le courtage et la recherche. Par rapport à l'interprétation, puis c'est ce que nous entendons. On n'a pas fait de recherche pour partir le mandat de courtage. Euh, on l'a beaucoup entendu dans le colloque, dans le cadre du colloque, par exemple, Tarmac. C'est des choses qu'on entend régulièrement. C'est quelque chose aussi que nos collègues de la santé publique nous exprimaient, hein, que eux, de leur point de vue, donc nos experts disent, on voit vraiment que c'est assez variable ce que les gens comprennent. Donc, non, il n'y a pas d'études formelles qui nous a permis de partir ce mandat-là de courtage. On est parti de ce que nous lisons, de ce que nous entendons, de ce que nos experts nous disaient. Voilà. J'espère que ça répond. Merci. Donc, écoutez, merci à tous. Donc, on espère que vous allez consulter là, les travaux de l'Observatoire là, en lien avec les consensus dès qu'ils seront publiés. À cet effet, là, je vous propose d'envoyer un avis là, lorsque ce sera sorti officiellement. Puis, un bref rappel que le prochain Midi Découverte aura lieu le 1er octobre à 13 heures, donc pas sur l'heure du midi, là, euh, exceptionnellement, sur le sujet d'une cartographie sur la susceptibilité de trouver de l'amiante dans le socle rocheux fait par le professeur
Francis Donati Daou, qui est ingénieur. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, puis merci de votre présence. Merci. Bon après-midi. Merci, France.